France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur Radio France Internationale et France 24. Alors l'été européen sera chaud et nous parlons non seulement des températures mais aussi des relations internationales. On perçoit déjà cette chaleur. Nous en parlons tout de suite avec le chef de la diplomatie d'un pays méditerranéen, l'Espagne et ses 50 millions d'habitants. Bonjour José Manuel Albares. Vous êtes le ministre des Affaires étrangères du gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. Merci d'être avec nous. Alors, si vous le voulez bien, on commence par un sujet qui vous préoccupe beaucoup d'ailleurs en Espagne, le conflit au Moyen-Orient. L'Union européenne intensifie sa pression sur Israël en préparant des sanctions à l'encontre des ministres accusés d'inciter à encourager les violations de droits de l'homme, dont le ministre de la Sécurité nationale en exercice d'extrême droite. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est suffisant? Je pense que c'est nécessaire, certainement. On doit envoyer un message fort à l'Israël et dire à l'Israël que, bien évidemment, nous soutenons l'existence de l'État d'Israël, qu'Israël a les droits à un État en paix et en sécurité, mais qu'exactement les mêmes droits, un État en paix et en sécurité, à les peuples palestiniens et les peuples libanais, et que lorsqu'on est une démocratie, et c'est pour cela que nous avons cet accord d'association qui se base, comme dit l'article AD, sur le respect des droits de l'homme, les démocraties respectent les droits de l'homme, les démocraties respectent les droits internationaux, et que tant que cette violence perpétuelle sans fin continuera, en disregard complet du droit international et des droits de l'homme va continuer, l'Europe ne peut pas avoir la même relation avec l'Israël. L'accord d'association avec Israël de l'Union européenne, vous êtes pour le suspendre. Vous l'avez demandé en avril dernier avec la Slovénie et l'Irlande, mais parmi les 27, il y a des États, notamment l'Allemagne, qui s'y opposent fermement. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. On doit aussi dire à l'Israël qu'on ne va pas se résoudre à accepter qu'il n'y a que la guerre comme façon d'avoir une relation entre l'Israël et les autres peuples du Moyen-Orient. Il doit y avoir une coexistence pacifique qui garantit la sécurité de tout le monde. Et deuxièmement, nous devons donner une réponse aussi à nos opinions publiques qui nous demandent de faire tout ce qui est dans notre pouvoir. Il est en partie de l'accord qui peut être suspendu par l'unanimité, mais une autre par la majorité qualifiée. Alors je dis, allons vers les votes, vérifions s'il y a une majorité qualifiée, par exemple pour la partie commerciale. Alors, Monsieur le Ministre, comme toutes les semaines, nous vous proposons tout de suite un condensé de l'actualité européenne. C'est l'Europe en bref avec Anneline Bottin. L'Europe veut reprendre le contrôle de son avenir technologique. Face à sa forte dépendance aux fournisseurs étrangers, Bruxelles dévoile un nouveau paquet législatif dans les domaines des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, de l'informatique en nuage ou cloud et de logiciels libres. L'objectif, devenir un continent de l'IA tout en garantissant sa souveraineté face aux géants de la tech. Une préférence dans les achats publics basée sur son sol est au programme, ce qui pourrait toutefois raviver les tensions avec Washington. Après des mois de négociations à la suite d'élections serrées, la première ministre danoise Mette Frederiksen a enfin présenté son nouveau gouvernement avec une particularité. Pour la première fois dans l'histoire du Danemark, il y a désormais plus de femmes que d'hommes dans le gouvernement. Promettant plus de pouvoir d'achat aux familles, le gouvernement, pourtant dirigé par une socialiste, veut une politique migratoire des plus strictes. Le Premier ministre hongrois veut tourner la page Orban. Peter Magyar était à Paris après des visites à Varsovie, Berlin ou encore Bruxelles, où il a obtenu le dégel de 16,4 milliards d'euros de fonds européens en échange d'efforts pour restaurer l'état de droit. Le dirigeant s'est aussi dit prêt à rencontrer Volodymyr Zelensky afin de trouver un accord sur la minorité hongroise d'Ukraine et ne plus s'opposer à l'adhésion du pays à l'Union européenne. Alors, José Manuel Albares, chef de la diplomatie espagnole, l'Ukraine, au lendemain de tirs de missiles et de drones qui ont fait 23 morts, les drones ukrainiens ont, eux, touché la ville de Saint-Pétersbourg où se tenait le Davos, en quelque sorte, pour les Russes et leurs alliés. Comment est en train de tourner cette guerre ?
Pour le moment, une guerre qui, d'après Vladimir Poutine, aurait dû prendre un week-end, tout au plus 72 heures, cela fait 5 ans que ça dure. Alors, on peut dire que la Russie est en train de perdre cette guerre. Ça devait être une guerre facile. En tout cas, peu importe la situation militaire, ce qu'on ne peut pas accepter en Europe, c'est qu'une guerre d'agression est une prime pour l'agresseur. On doit défendre l'indépendance, la démocratie et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et par conséquent, nous, comme tous les autres Européens, nous sommes décidés à soutenir l'Ukraine pour qu'elle gagne non seulement la guerre, mais surtout qu'elle gagne la paix. Ouvrir un canal de discussion avec la Russie, comme le suggèrent d'ailleurs les Français, c'est une bonne idée ? La vraie question, c'est pour parler de quoi exactement? J'aimerais bien qu'il y ait une table de négociation. J'aimerais bien qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais il y a la Russie, qui ne veut pas entendre parler. Le président Zelensky a mis sur la table un plan de paix à plusieurs reprises. Plusieurs médiateurs ont essayé de ramener les Russes à la table et d'obtenir que ce soit un petit cessez-le-feu. Ils n'ont pas abouti. S'il y avait un vrai change pour avoir des pourparlers de paix, bien sûr, pourquoi pas? Cette guerre, ni les Ukrainiens, ni les Européens, ni les institutions européennes l'ont voulu. C'est la guerre d'un seul homme. Alors pour moi, la vraie question, c'est pas autant parler ou pas à la Russie, parler de quoi? C'est ça qui est important. Parlons de l'OTAN avec cette visite surprise du secrétaire général Mark Rutte le 3 juin à Kiev. Un drone russe est tombé sur l'un des États membres, en l'occurrence la Roumanie. Est-ce qu'on peut encore compter sur l'OTAN? Est-ce que ses membres sont protégés? Est-ce qu'ils vont être des victimes collatérales? Vous connaissez bien ma position là-dessus. Je crois fermement à la relation transatlantique. D'un point de vue commercial, d'un point de vue de la sécurité, elle est fondamentale. Nous voulons une OTAN forte, mais en même temps, je suis complètement en faveur que de plus en plus, comme nos amis américains nous invitent depuis longtemps, les Européens, nous prenons la détente, la dissuasion et notre propre sécurité dans nos mains de plus en plus. Et c'est pour ça que j'appelle à une armée européenne qui ne substituera pas les armées nationales, mais qui pourrait garantir les menaces de l'Europe et la sécurité face aux menaces à l'échelle européenne. D'autant que les États-Unis de Trump, en effet, retirent 5000 hommes d'Allemagne. Ils réduisent les forces conventionnelles, mais veulent renforcer la dissuasion nucléaire de l'OTAN, sur lequel reposent les bombes nucléaires tactiques B-61 qui sont stockées dans des dépôts en Europe. Et d'ailleurs, des Européens qui achètent toujours, pour cette raison même, des bombardiers américains. On n'est pas du tout indépendant ni dans cette démarche d'indépendance. Nous sommes favorables à la préférence européenne graduelle. Nous pensons qu'autant que l'armée européenne, l'intégration de l'industrie de défense européenne est importante. Ça suppose une nouvelle régulation des programmes et des fonds européens. Et ça ne veut pas dire qu'on va être isolé ou renfermé. L'Espagne est favorable à la préférence graduelle européenne. Et ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas de relations au niveau de l'industrie de la défense avec le Royaume-Uni, la Norvège ou même avec les États-Unis. Mais certainement, pour moi, il y a des choses qui sont fondamentales pour avoir même un pilier fort de l'OTAN européen, un pilier européen très très fort au sein de l'OTAN, une forme d'armée européenne qui ne substituera pas les armées nationales et une intégration de l'industrie de défense européenne. Alors parlons un peu de votre pays, l'Espagne. L'ancien ministre des Transports, homme de confiance du Premier ministre Pedro Sánchez, est jugé pour corruption sur les marchés publics pendant la pandémie. Depuis mi-mai, le prédécesseur socialiste de justement Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, est inculpé pour trafic d'influence. Ce Premier ministre espagnol, il semble touché par des procès dans son entourage, dans son parti. Est-ce qu'il est affaibli à l'intérieur de ce pays, où il dispose d'ailleurs d'une majorité assez faible au Parlement? Absolument pas. La preuve, c'est que nous avons un mécanisme qui est dans notre Constitution, qui est la motion de censure. Le président Sánchez l'a utilisé justement pour arriver au pouvoir contre la corruption du Parti populaire, et il n'y a pas une majorité alternative à celle qui existe aujourd'hui. Et je pense que parmi beaucoup de raisons, c'est déjà, il n'y a pas un seul membre du gouvernement qui est affecté par aucun cas. Et deuxièmement, le président Sánchez réagit très différemment à comme c'était fait dans le passé par les partis populaires. Il agit vite, il permet aucune tolérance pour la corruption et on laisse travailler tranquillement la justice.
Alors, l'Union européenne a adopté une législation des plus fermes en matière d'immigration sous l'effet du durcissement des États membres, mais aussi d'une majorité alternative entre la droite du Parti populaire européen et l'extrême droite au Parlement européen, des centres de retour pour des migrants dans des pays tiers. Plusieurs États membres, l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche et la Grèce songent déjà à des partenariats avec Kazakhstan, Ouzbékistan, Rwanda. La France procrastine, mais vous vous y opposez en Espagne. Nous sommes fermement opposés parce que déjà nous considérons que ce n'est pas digne pour la dignité des migrants et toute politique migratoire doit avoir au centre le respect des droits de l'homme et de la dignité de chacun. Deuxièmement, je trouve que c'est très gênant pour nos partenaires, on les met dans des situations très très difficiles. Et troisièmement, ce n'est pas efficace. C'est une idée qui est revenue plusieurs fois sur la table. Qu'est-ce qui est efficace? Ce qui est efficace, c'est ce qui fait l'Espagne. Les chiffres de Frontex, chiffres officiels de l'Union européenne de Frontex, montrent que la route migratoire dans laquelle il y a les plus grosses chutes des migrants irréguliers, c'est celle qui passe par l'Espagne, soit à travers l'Andalousie et la Méditerranée, soit à travers les îles Canaries. On chute jusqu'à 60%. Et nous avons une politique migratoire qui se base sur 3 volets. Un dialogue à très haut niveau avec nos partenaires, au lieu de les gêner avec des centres de rétention et de les obliger à avoir des centres comme ça. Deuxièmement, une coopération policière pour lutter avec acharnement contre les mafias qui trafiquent avec les êtres humains. Et un triplement, comme on a fait l'Espagne avec l'Afrique occidentale, de notre aide au développement pour offrir des voies à la jeunesse africaine, par exemple, dans le cas de nos voisins. Et ça augmente votre population d'ailleurs, qui est maintenant à 50 millions d'habitants. Nous avons la croissance la plus forte de l'Europe, qui double celle de la France, par exemple, en ce moment, et qui nous permet aussi d'augmenter nos salaires, d'avoir un niveau d'emploi record de plus de 22 millions de personnes et d'avoir réduit de 40% les dernières années notre chiffre de chômage qui se trouve au-dessus de 10%. Alors, il est possible d'avoir une politique migratoire conforme avec les droits de l'homme et la dignité de chacun, de réduire les chiffres d'entrée des migrations illégales, d'avoir la plus forte croissance de l'Europe et de continuer à faire croître notre population et notre économie. Parlons de notre voisinage justement, avec un sommet Union européenne-Balkans qui se tenait le 5 juin à Tivat au Monténégro, prochain sur la liste des futurs justement pays candidats destinés à l'adhésion. Est-ce qu'il est urgent d'intégrer des pays qui ont des problèmes de corruption, voire de népotisme dans un club européen déjà très difficile à manœuvrer à 27, on le ressent bien? L'horizon de l'élargissement doit être là, nous sommes favorables. Nous pensons que le destin final de tous ces pays, c'est d'être un jour dans l'Union européenne. Ça doit continuer à être basé sur les mérites, mais nous pouvons les aider avec des projets d'infrastructure, par exemple. Une leçon que nous avons appris de l'élargissement précédent, nous passons beaucoup de temps à discuter sur les technicités, la politique agricole commune ou les déficits que chaque pays doit en avoir. Nous devons faire autant sur nos valeurs et sur la démocratie. Fin de mai, Paris a appelé Bruxelles à renforcer ses défenses commerciales contre la Chine pour créer un nouvel outil luttant contre les distorsions de marché. L'Espagne figurait d'abord parmi les signataires avec l'Italie, les Pays-Bas et la Lituanie. Vous avez rétropédalé, monsieur le ministre. Vous êtes très réceptif, semble-t-il, l'Espagne aux investissements chinois, notamment dans le solaire, l'automobile. Les États-Unis eux-mêmes vous ont mis en garde en vous invitant à tenir la Chine à l'écart des secteurs critiques, les données, la défense, les télécommunications. Écoutez, nous sommes très clairs, la Chine doit s'ouvrir si elle ne veut pas que l'Europe se referme. Et nous devons avoir une relation commerciale, nous voulons avoir une relation commerciale, mais équilibrée. Que les mêmes règles s'appliquent d'un côté et de l'autre. Sur ça, nous sommes très clairs. Nous avons un dialogue avec la Chine qui n'est pas très différent de ce qu'ont d'autres pays de l'Union européenne, la France, Pedro Sanchez l'Allemagne. est très souvent en Chine. Il est allé 4 fois. Comme beaucoup d'autres présidents, les présidents de la République française, les chanceliers allemands, la première ministre italienne ou les premiers ministres britanniques ou canadiens, même le président des États-Unis s'est rendu très récemment. Alors, on ne fait pas quelque chose de différent que d'autres. Et nous avons ce dialogue avec la Chine pour des raisons.
un pourcentage immense de notre déficit commercial et avec la Chine, il faut régler ces problèmes. Et deuxièmement, nous avons une politique étrangère globale et pour avoir une politique étrangère globale, pour lutter contre les changements climatiques, pour vouloir la paix au Moyen-Orient, en Iran, nous devons parler avec les grandes puissances, y compris la Chine. On va les convaincre de rentrer plutôt dans le jeu des démocraties? Ça, c'est à chaque peuple de décider, mais certainement, on essaye de les ramener vers tout ce qui est paix mondiale, lutte contre les changements climatiques et les grands accords multilatéraux. Justement, l'Union européenne se prépare à une saison des incendies en forêt en prépositionnant 800 pompiers dans des zones à risque. Et ça concerne votre pays, l'Espagne, mais aussi la Grèce et l'Italie. L'an dernier, ce mécanisme de solidarité avait été activé 18 fois par les États membres. C'est un record. Beaucoup nient en Europe désormais le changement climatique, alors qu'on vient de vivre une canicule particulièrement pesante. Est-ce que l'Europe est suffisamment adaptée et résiliente? Nier le changement climatique, c'est nier une évidence scientifique et vraiment aller à l'encontre de quelque chose qui est existentiel pour l'humanité. Dans la Méditerranée, nous avons de plus en plus de faits, mais on retrouve aujourd'hui en Europe des faits dans des pays où c'était vraiment quelque chose d'inconnu. Nous avons un mécanisme de protection civile européen pour pouvoir faire face tous ensemble. Et nous voulons les faire de plus en plus robustes, de plus en plus performants. L'Espagne y participe. Parce que malheureusement, est quelque chose auquel nous sommes tous confrontés, nous devons tous faire face. En tant que chef de la diplomatie, pour terminer, de l'Espagne, est-ce que vous avez un sentiment que l'Union européenne est entourée de pays de plus en plus autocratiques? La démocratie est certainement menacée. Non seulement à l'extérieur de l'Europe, c'est pour ça qu'autant à l'extérieur voudrait voir un projet européen affaibli, parce que ça voudrait dire des États européens affaiblis et divisés, mais aussi la menace est interne. Les forces d'extrême droite menacent directement nos démocraties. Et là, nous, chacun d'entre nous, chaque citoyen, a son mot à dire pour être sûr que l'Europe reste un projet de démocratie, de paix et de prospérité. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, José Manuel Albares, de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez avec nous, l'actualité continue.